Je me rappelle que je rentrais à la maison tout le temps en autobus et je passais par l'ambassade d'Israël et le drapeau il était en haut, bien évidemment parce que c'est pas un drapeau qui se montre beaucoup. Et j'étais la seule dans le bus à le regarder comme une petite fille, à me dire qu'un jour ça serait mon drapeau. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Elle est née à Nice, elle a vécu à Madrid, elle a fait de son parcours en Israël, on va dire quelque chose d'assez exceptionnel. Restez avec nous, vous allez adorer. Dana Chocron, c'est parti. Dana, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est très contente de vous accueillir parce que vous avez un français parfait, c'est assez étonnant quand même parce que vous avez grandi en Espagne. Merci, oui. Je suis née en France, à Nice. Vous étiez un petit bébé quand vous êtes partie. Oui, absolument. J'ai grandi en Espagne jusqu'à l'âge de 18 ans. Ok. Donc, il paraît que c'est très chouette l'Espagne. Ça ressemble, paraît-il, un peu à Tel Aviv. C'est vrai ou pas ? La vérité, oui, Madrid, pas mal. Okay. Mais Tel Aviv, c'est vraiment tellement concentré que ça fait exagérer en fait. Le concept en exagéré. À Madrid, c'est un peu plus calme. Un peu plus calme quand même que Tel Aviv, ouais. D'accord. Alors, vous aviez toujours eu envie de venir vivre en Israël ? Non, pas toujours. La vérité, c'était pas prévu. Jusqu'au moment où j'ai commencé mon bac. J'ai grandi dans une école juive et donc pour moi le sionisme c'était toujours présent, mais de là à venir en Israël c'était pas clair du tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent que dans votre école vous n'avez pas pu passer votre bac parce que ça n'existait pas à l'époque, donc il faut changer, quitter le cadre de l'école juive, aller dans une école laïque on va dire, enfin exactement. En tout cas chrétienne parce que oui on n'est pas en France, en Espagne c'est différent, donc c'est une école chrétienne. Oui, absolument. Avec quoi ? Avec des prières, etc., etc. Bon, c'était plus à ce moment-là parce que c'est le bac et donc on n'oblige plus à ça, mais c'est vraiment une école traditionnellement chrétienne, oui. Avec des sœurs, des choses comme ça ? Ou quand même pas ? Moi, je n'ai pas connu ça, ouais. Mais c'est vrai que les professeurs et les vacances, tout le calendrier, tout autour des fêtes catholiques. Ouais, catholiques. Ok, d'accord. Donc de 16 à 18, vous êtes dans cette école-là, comment ça se passe ? Exactement. J'ai fait un bac international, c'était dur. C'était un niveau très haut et en fait, les professeurs, j'ai pas beaucoup aimé. L'éducation, c'était pas ce que je recherchais et surtout, je me suis pas très bien sentie ou sentie très à l'aise avec les gens autour de moi à cause de parce que vous étiez juive au milieu de... Exactement. C'est ça ? Oui, vous étiez la seule ? J'étais la seule dans ma classe, oui. Et en fait, on ressent toute l'ambiance. Ça veut dire quoi ? Des remarques antisémites ? Des petites remarques, des blagues, par ici et par là. Tous les jours ? Pas tous les jours, non. Mais c'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire, le regard, il est différent. Les blagues de quel genre ? Par exemple, une fille qui porte une kéfia, ça s'appelle, ou je sais pas. Bon, ouais. Le foulard palestinien. Le foulard palestinien, qui ne comprend pas exactement ce que ça veut dire et qui ne comprend pas ce que ça représente pour moi et qui en fait fait la blague de me le mettre sur moi en disant « Ah, vous pouvez pas toucher ce foulard, etc. » Donc c'est des trucs un peu... En tant que personne qui a grandi dans une école juive et que c'était complètement naturel pour moi d'être juive, c'était même pas une question. Mon identité s'est vraiment raffirmée par rapport à ce que j'ai vécu après. Et c'est là que la question d'Israël s'est posée ? Absolument. Je me rappelle que je rentrais à la maison tout le temps en autobus et je passais par l'ambassade d'Israël et le drapeau il était en haut, bien évidemment parce que c'est pas un drapeau qui se montre beaucoup. Et j'étais la seule dans le bus à le regarder comme une petite fille, à me dire qu'un jour ça serait mon drapeau. Alors, un jour, ce serait ton drapeau, effectivement. T'as pas trop tardé, puisque après ton bac, tu es partie. Tu es partie en Israël, direction IDC. Tu étais déjà bien décidée à savoir quel chemin tu allais emprunter dans la vie. Tu rêvais d'être diplomate ? Oui, ça par contre, tout le temps, j'ai aimé la diplomatie. J'ai aimé le droit aussi. J'ai pas fait du droit à cause de la langue. Mais la diplomatie, c'était quelque chose de pouvoir faire connecter Israël avec le monde extérieur, c'était pour moi un rêve, vraiment.
Alors, IDC en anglais, j'imagine. En anglais. Ouais. Relations internationales. Oui, je parlais pas l'hébreu quand je suis arrivée. D'accord. Comment ça s'est déroulé? Comment c'était pour toi? Les 3 meilleures années de ma vie. Il paraît que c'est comme ça. Oui, non, ils font un très bon travail à recevoir les gens qui viennent de l'extérieur, à leur faire se sentir en famille, pas seul. D'ailleurs, j'ai fait mon aliyah sans ma famille pendant la première année. Après, ils m'ont rejoint, mais en tout cas, je me suis jamais sentie seule, je me suis jamais sentie mal accompagnée, et j'ai beaucoup aimé l'éducation que j'ai reçue là-bas. L'enseignement. Oui, l'enseignement, exactement. C'était passionnant? Passionnant. Les professeurs, c'est des gens qui ont des CV impressionnants, des parcours hallucinants. Il paraît que ça facilite ensuite l'entrée dans la vie professionnelle parce que ça donne des contacts. C'est vrai ou pas? Ça dépend de ce qu'on fait à IDC. Ça dépend si on travaille pour avoir ces contacts et pour les maintenir. Je veux dire que les jeunes à 18 ans, ils n'ont pas trop ça en tête. Donc IDC, ça propose beaucoup de programmes pour les jeunes. Et donc ça fait que notre curriculum commence à se construire déjà à l'IDC. Donc on fait des stages. C'est-à-dire, c'est ça. En plus des études, il y a beaucoup de possibilités d'augmenter ses talents, on va dire. Exactement. Et ses compétences. Et de mettre en pratique tout ce qu'on étudie. Alors toi, tu as fait un stage, j'imagine, pendant tes études? Oui, j'ai fait à la Chambre de commerce israélo-palestinienne. C'est déjà original. Comment t'es arrivée là? Pendant un an, ils ont proposé une liste entière de stages et moi, c'est le seul où j'ai appliqué. J'ai beaucoup aimé, j'ai pensé que c'était fascinant. Et voilà. Pourquoi? Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette proposition, en fait? Quand on fait de la diplomatie, tout tourne autour de ça. Et ici, en Israël, du problème israélo-palestinien, tu veux dire? Oui, toute la partie israélo-palestinienne, c'est ce qui boue ici le plus. Et c'est ce qui est le plus intéressant et ce qui propose aussi beaucoup de sorties laborales dans le thème de la diplomatie. Donc ça t'a fasciné, j'imagine. Ouais. C'était à Tel Aviv? C'était à Tel Aviv, oui. Il y a tout un immeuble avec toutes les chambres de commerce tout ensemble et aussi l'institution de l'exportation et tout. Et c'est là-bas où j'ai fait mon stage. D'accord, donc ça dure 1 an. 1 an, oui. Et après, comme tous les Israéliens, direction l'armée. Armée. Alors, aussi, c'est un truc c'est spécial quand même. C'est pas évident parce qu'on connaît pas. C'est ça. Je savais pas du tout de quoi il en était. Je savais pas comment l'armée était faite, quel type d'unité je pouvais rentrer, dans quel type d'unité je pouvais rentrer. Et puis tu n'avais pas 18 ans, donc c'était encore 21 ans, c'est limite pour une fille. Exact. Alors comment tu as atterri dans ton unité? Qu'est-ce qui t'a ouvert la porte, on va dire? J'ai eu beaucoup de chance parce que mon boss à la chambre de commerce, c'est lui qui m'a dit directement, avec les langues que tu parles, avec ta licence et ton background, c'est les affaires étrangères que tu dois faire. Et donc, c'est ça ce que j'ai fait. Et c'est lui qui m'a mis en connexion avec l'unité des relations extérieures. Et donc, j'ai passé plusieurs étapes d'interview et d'examination et tout ça. Puisque aussi, je ne recevais pas, comme tout Israélien, toutes les feuilles d'invitation qu'on nous envoie à l'armée. Je n'étais pas dans leur système. Tu n'as pas fait le Savrishon, tu n'étais pas du tout dans le système, tu étais hors système. Je suis arrivée à Meital, c'était rigolo. Je suis arrivée à Meital et je leur ai dit, écoutez, je dois faire l'armée, j'ai fini mes études parce que c'était l'arrangement que j'avais quand j'ai fait mon aliyah. Et ils m'ont dit, on ne te trouve pas dans le système, est-ce que tu es sûre de vouloir faire l'armée? J'ai dit oui, c'est clairement ce que je veux faire, mais c'était drôle que j'étais pas là-bas et qu'ils m'avaient pas, et donc ils m'envoyaient pas du tout tout ce qu'il fallait pour que je commence les démarches. Bon, mais tu as eu quand même, on va dire, une bonne fée qui t'a aidé, qui t'a guidé et qui t'a fait atterrir, on va dire, dans les Kishrei Chutz, je sais pas comment on peut traduire ça, les relations internationales au sein de l'armée. Oui. Donc ça, c'était un cadeau pour toi. Pour moi, c'était un cadeau. En plus, j'ai atterri avec l'Amérique latine et l'Afrique, les relations internationales de l'armée israélienne avec leur armée. Donc l'Afrique, on parle français, l'Amérique latine, on parle espagnol. Pour toi, c'était facile. Oui, exactement. L'Afrique, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, ils nous ont donné comme projet, à moi et à l'attaché militaire d'Israël en Afrique, de construire tout ce bureau
de 0, du début. Et voilà, et donc on a fait tout ce projet, on a tapé toutes les portes qu'il fallait, on a voyagé en Afrique. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Parce que tu as fait l'armée pendant 2 ans, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu as réalisé en Afrique, puisque tu as créé ce bureau? En Afrique, la vérité que la culture africaine, elle est très très particulière. C'est quand même nos voisins à Israël. Et on a toujours eu des très belles relations avec l'Afrique. Elles se sont un peu abîmées au cours de l'histoire. Mais maintenant, c'est quelque chose que, par exemple, Benjamin Netanyahu, il a tout le temps promu de retourner vers l'Afrique et de refaire les pas vers l'Afrique. Et vraiment, ça a tombé pendant la période de temps que j'étais à l'armée. Donc, c'était pour nous une priorité. Un boost, oui. Quelque chose de très important d'avancer, de faire avancer. Et voilà, on a développé toute une stratégie, tous les pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que je sais que tu es une femme de terrain, une femme de projet, tu aimes initier et créer des choses. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, après l'armée, je suis rentrée dans le ministère des Affaires étrangères et c'est là où j'ai été acceptée pour un poste de travail à l'ambassade israélienne au Ghana et au Libéria. Ça aussi, c'est assez original parce que tu n'es pas diplomate. Non, je ne suis pas diplomate, mais il y a des postes de travail comme ça pour les gens qui veulent commencer à voir et à tester ce que c'est le ministère et la diplomatie. Alors ça, c'est quoi? C'est sur le site du ministère qu'ils publient les offres? Oui. Donc il faut, pour ceux qui nous regardent, qui t'écoutent et qui sont bouche bée, il faut qu'ils montent sur le site du ministère de l'Intérieur et qu'ils regardent quels appels d'offres Exactement. il est possible de remplir. D'accord. Il y a des appels d'offres, on remplit, on postule, on fait toute une série d'interviews et plein d'autres trucs, d'entretiens, pardon. Et voilà, et après on est accepté et sélectionné, et ensuite c'est parti pour l'aventure. Alors, forte de cette expérience que tu as eue à l'armée, ils t'ont engagée. Oui. Une des raisons. Ça a dû contribuer, c'est sûr. Et donc, absolument. tu es partie au Ghana. Oui. Quelle aventure! C'est ta mère qui a dû être contente. Non, pas trop. Ils étaient plutôt en choc. Bien sûr. Ouais. Mais ils m'ont beaucoup soutenue, la vérité. J'étais censée partir pour une année et j'ai tellement aimé tout ce que j'ai fait là-bas, tous les projets que j'ai faits, que je suis restée une année de plus. Alors, des projets dans quel domaine? L'école, je sais pas moi, l'agriculture, tout? Ça a été, j'ai été la représentante de Machav. Machav, c'est la partie humanitaire et de développement du pays dans le ministère des Affaires étrangères. Et donc, ce que j'ai fait là-bas, c'est tout des projets qui ont aidé les pays, le Ghana et le Libéria, à se développer le plus possible d'après leur agenda gouvernemental. Donc, on a fait de l'agriculture, on a fait des projets de l'éducation, de la santé. Donc, c'est eux, en fait, qui vous dictent leurs besoins. Absolument. Ils viennent, ils vous disent, on a besoin de ça, de ça, de ça, aidez-nous. Absolument. On tape aux portes du gouvernement, on demande exactement c'est quoi leurs besoins, comment est-ce qu'ils veulent le faire. Ils participent, Ça doit être quand même impressionnant quand on est une jeune fille de 23 ou 24 ans. Oui, la vérité. Bizarre. Ça a été bizarre mais passionnant. Vraiment, ça m'a donné tellement de responsabilités et tellement ça m'a construit énormément professionnellement. Il faut être super perfectionniste pour réussir dans ce domaine. Il faut surtout être très organisé, avoir la volonté de vouloir le faire parce que c'est beaucoup de projets en même temps. Et il faut vouloir comprendre la culture de ce qui est face à nous. C'est-à-dire, c'est une culture complètement différente à ce que j'ai vécu et en Europe et en Israël. Eux, ils me disaient, par exemple, vous les expats, vous avez la montre et nous, on a le temps. Et donc, ça veut tout dire. J'avais le gouvernement israélien qui poussait d'un côté, allez vite, etc. Et ils n'étaient pas du tout pressés. Donc, pour moi, c'était une adaptation très importante à faire. Il fallait pouvoir transmettre des messages et vouloir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent eux, parce que ce n'est pas le blanc qui vient s'installer en Afrique et mettre leur technologie et leur savoir-faire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas marcher en tant que projet. Mais si on adapte à ce qu'eux, ils ont besoin dans le terrain, alors c'est là où on peut vraiment réussir à faire que le projet continue tout le long le temps qu'ils ont besoin, eux, en réalité. Alors, ce sont des projets à but, on va dire, commerciaux, ou c'est simplement des projets humanitaires Il y a un peu des deux. D'accord. Il y a du côté humanitaire initialement.
parce que vraiment, c'est des projets on apporte le savoir-faire israélien. C'est quelque chose que le gouvernement israélien met et l'effort et le budget et plein d'autres trucs. Et ensuite, on rajoute à ça tout le temps la partie de technologie israélienne. Donc les entreprises israéliennes qui sont à l'extérieur, elles-mêmes aussi apportent leurs produits technologiques qui puissent contribuer au projet en lui-même. Et comme ça, on peut faire sustainability, ce qu'on appelle, que ça puisse durer dans le temps. Dans le temps. Ouais. Quel est le plus beau projet que tu as réalisé ? Le plus beau souvenir que tu as eu en Afrique ? La vérité, il y a beaucoup. Il y a plein de trucs, même au Libéria aussi. Mais un des projets que j'ai initié, moi, ça a été par rapport à l'académie, le domaine académique, donc les relations entre les universités israéliennes et les universités ghanéennes. On a réussi à avoir des bourses pour 10 étudiants ghanéens qui voulaient étudier ici en Israël. On a fait des accords avec le Ternion, avec l'université hébreu et avec Bar-Ilan. L'université hébraïque de Jérusalem ? Oui, pardon. Ouais. Et avec Bar-Ilan aussi. Et ça a pris des dimensions impressionnantes. On a eu des étudiants ici, c'était très joli. J'ai escorté une délégation ghanéenne du gouvernement ici en Israël pour faire tout le détour de toutes les universités israéliennes. Et voilà, donc pour moi, ça c'était mon projet personnel. Et ensuite, il y a le côté armé aussi, parce que ça n'existait pas beaucoup, vraiment. Et une fois que je connaissais un côté de la monnaie, eh ben, j'ai voulu faire depuis là-bas aussi. C'est-à-dire de faire connaître les armées, de rapprocher les armées, l'armée ghanéenne et l'armée israélienne ? Exactement. Donc, on a fait un projet d'entraînement là-bas sur place. C'était le premier projet d'entraînement de l'armée israélienne en dehors d'Israël. Parce que normalement, on ramène les gens ici. On ramène les militaires. Et c'est ça ce qu'on a fait aussi la plupart du temps. Mais ça, c'était un projet qui a eu tellement de succès qu'il s'est répété après dans 5 pays différents. Mais quelle fierté! C'est pas mal. Elle est très humble, notre chère Dana. Non, vraiment, c'est très beau. J'imagine en plus quand on est nouvelle immigrante, qu'on a rêvé. Voilà, je te revois dans ton autobus en train de regarder le drapeau d'Israël. Tu devais parfois écarquiller les yeux en te regardant vivre. Ça devait être quand même... Ça résonnait dans moi, vraiment. Et après, en arrivant ici, on ne sait jamais, mais il y a tellement d'opportunités qui se présentent ici en Israël. Il y a des gens qui ont peur, qui se disent ça ne va pas être possible. Bon, toi, tu as plusieurs langues, mais certains n'ont que le français, un peu d'anglais, ils ont du mal avec l'hébreu. Ils sont un peu angoissés. Ouais, tu as envie de les rassurer ou pas ? Énormément, parce que je comprends. Moi non plus, je ne parlais pas l'hébreu quand je suis arrivée. Mon anglais, il était assez basique et j'ai étudié en anglais finalement. C'est quelque chose qu'on réussit si on en a envie et si on est rassuré par le fait qu'il y a une façon de faire l'Aliyah, il y a une façon de s'installer ici en Israël. On veut s'intégrer dans la société israélienne parce que ça, c'était mon but, le premier but. Je ne voulais pas rester dans ma bulle espagnole, française. Franco, exact. Voilà. Donc j'encourage vraiment les gens de pouvoir s'intégrer, de vouloir apprendre la langue, de vouloir être ouvert, de comprendre la mentalité. Alors tu parles de ça, mais pour toi ça devait être quand même un peu compliqué parce que tu étais fraîchement débarqué ici, mais tu es parti quand même 2 ans en Afrique, donc c'est pas évident, revenir, tout recommencer, les relations sociales, c'est pas simple quand même. Ouais, tu avais des copains israéliens ? Là-bas ou ici ? Ici, oui, bien sûr. Ouais. De l'université, de l'armée. T'as gardé des contacts ? Tout le temps. Ouais. Bon, alors bref, on a compris que tu t'es éclatée en Afrique, tu as fait plein de choses, ça t'a donné beaucoup d'assurance, voilà, des projets de management, comme on dit, et c'était, j'imagine, génial. Alors, est-ce que quand tu es rentrée, tu as eu envie de continuer, de prolonger une mission, de trouver, voilà, je sais pas moi, une possibilité de rester en Afrique ou tu as changé de créneau ou tu as fait autre chose ? Alors, j'ai fait un peu des deux. D'accord. J'ai continué un peu avec le thème humanitaire, développement du pays, etc. à travers l'eau. J'ai fait un master qui est dans le traitement et distribution de l'eau. C'est à cause de ce que tu as vu sur le terrain au Ghana ? Absolument. Pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'il y a plein de pays qui sont en développement et qui ont les moyens et ils ont l'eau dans leur terrain. Ils ont beaucoup d'eau. Oui, énormément d'eau, bien plus qu'en Israël en tout cas.
et ils n'arrivent pas à traiter l'eau ou à la distribuer de telle façon que tout leur pays et toute leur population puissent en profiter. Ça arrive en Afrique, ça arrive en Amérique du Sud, en Amérique latine et aussi beaucoup en Asie, l'Inde par exemple, etc. Donc c'est quelque chose que Israël a beaucoup de technologies, beaucoup de projets et de méthodologies pour faire des choses comme ça. Et donc je me suis dit, je voudrais faire contribuer cette technologie dans d'autres pays. Donc tu as fait un master spécialisé dans l'eau, c'est ça, la gestion de l'eau. Exactement, la gestion de l'eau à l'université de Tel Aviv. Et voilà, et en tout cas, ensemble avec ça, j'ai fait un stage aussi pendant ton master? Oui, pendant le master. Ah oui, parce que sinon on s'ennuie. Franchement, on rentre après toutes ces missions, on fait que des études. C'est pas marrant. Il faut un peu corser le dossier. En plus, le master, c'est que quelques jours par semaine. Ben oui, voilà, alors, franchement. Bon, alors qu'est-ce que tu as fait? Les Ingénieurs sans frontières, c'est une organisation qui fait des projets. C'est comme Médecins sans frontières à peu près, mais ils font des projets. Tout le monde peut y participer? Tout le monde, si on est qualifié, je veux dire, si on est en master par exemple, on peut participer à ce genre de projet. On peut les trouver. Oui, bien sûr. Mehandesim Lelok-Vulot. Mehandesim Lelok-Vulot. Ok. En plus, ils ne cherchent pas que des Mehandesim. C'est la bonne nouvelle parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit alors je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais en réalité, ils cherchent un peu de tout parce que toute personne peut apporter son petit grain dans cette organisation. Ils font des projets dans des pays sous-développés aussi ou en développement. Et ce qu'ils font, c'est sanitaire et système d'eau aussi. Donc c'était parfait pour toi, sauf que t'as pas voyagé quoi. Il y a eu le Covid. Ouais, c'est ça. J'imagine pendant que cette année, et donc j'ai pas pu voyager, mais il y avait des projets qui étaient toujours en opération et on a fait à distance. Ok, bon alors tout ça, ça y est, c'est derrière toi. Tu as ton master en poche, Ouais. tu as fini. Je crois que tu viens de terminer. On peut te dire Mazal Tov. Oui. Ok, Merci. alors tu as d'autres projets, j'imagine. Est-ce que tu vas continuer à travailler dans le domaine de l'eau, peut-être à long terme, ou est-ce que tu changes complètement de crèmerie, comme on dit? Pour l'instant, et en même temps que j'ai fait mon master, j'ai développé ma propre entreprise. J'ai voulu repartir. Elle est incroyable, je vous l'ai dit, elle est incroyable. Merci. Je suis repartie vers le domaine des Olim. C'est quelque chose que j'avais fait pendant tout mon parcours en tant que volontariat. Oui, tu étais bénévole pendant toutes tes études depuis très jeune, oui. En fait, depuis la première année d'université, en fait. Oui, exactement. Ça a été dans le cadre d'une bourse. J'ai fait du volontariat avec Telfed et d'autres organisations. Mais pour moi, les Olim, c'est quelque chose qui peut tellement contribuer ici en Israël et qu'on peut tellement faire et on peut aussi se bénéficier de tout ce qu'Israël peut nous rapporter. J'étais convaincue qu'il fallait les aider. Alors, on parle souvent des nouveaux immigrants, nous, ça nous intéresse forcément puisqu'on essaye ici d'aider à l'intégration au maximum. Oui. On parle souvent des nouveaux immigrants comme des gens qu'il faut aider. Ça t'énerve ? Ça m'énerve énormément. Ça m'énerve qu'on ne soit pas sur la même ligne de départ que tout autre citoyen israélien. Alors, c'est vrai qu'on ne vient pas avec la langue, c'est vrai qu'on ne vient pas avec la culture, mais on est formé à l'extérieur, on a l'âge qu'on a quand on arrive et on a déjà expérimenté énormément de choses. Je pense à une famille moyenne, parents à l'âge de 50 ans à peu près, et enfants jeunes, quoi. Alors, ok, mais c'est vrai que d'un côté, on a besoin d'aide quand on arrive, parce qu'il faut tout recommencer, mais d'un autre côté, ce qui t'énerve, c'est qu'on ne soit pas valorisé, c'est qu'on ne voit que ce côté-là où on est un petit peu analphabète, un peu gauche, alors qu'on a beaucoup de richesses à apporter. C'est ça qui au pays. Absolument, au pays, à la société israélienne, à l'économie, dans tous les domaines qu'on puisse, même à l'éducation et la culture qu'on peut apporter de dehors, c'est très riche. C'est important, ouais. Bah oui. Alors pour moi, c'est très important de pouvoir faire que ces gens-là, les Olim Khadashim, comme moi et comme ma famille, puissent s'intégrer en Israël, puissent ramener cette valeur en eux-mêmes et n'aient pas à se retrouver dans cette situation de devoir courir derrière tout ce qui est technique, difficulté, mentalité, autorité israélienne, demande d'administration, bureaucratie, etc. Et qui n'arrivent pas à se dépanner et à se libérer pour pouvoir s'intégrer émotionnellement,
côté famille, côté social, etc. Donc tu as créé une société en fait pour les aider, quoi, en gros. Exactement, pour leur faire tout l'accompagnement très pratique. C'est vraiment venir avec eux ou sinon faire les choses pour eux à leur place. Il y a tout ce qui est formulaire, tout ce qui est thème bureaucratie, administration et technique. Ouais, ça va très loin, hein, l'appartement, la mashkenta, la banque. Enfin bon, tu essaies de t'occuper de tout. C'est vraiment du sur-mesure pour ceux qui ont les moyens quand même, parce que évidemment c'est un service payant. Mais bon, j'imagine que tu dois aussi réussir dans ce domaine-là. Et pour certains, c'est une aide indispensable. Donc c'est bien que ça existe aussi. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. Qui t'a tendu la main sur le chemin? Parce que c'est vrai que quand on fait l'Alia, il y a toujours des petits anges comme ça. Alors pour certains, c'est un parent, pour d'autres, c'est un prof. Pour toi, c'était qui? Il y a eu plusieurs personnes. Sur le chemin, au début, ça a été là ici, je me suis sentie très accompagnée et la main tendue, vraiment. Ensuite, quand j'ai fait mon stage par rapport à l'armée, à mon prochain pas, en fait, il y a toujours eu une personne qui m'a t'a amené vers une autre aventure. Oui, ouais. Exactement. Donc, j'ai eu à la Chambre de commerce israélo-palestinienne, après à la Chambre de commerce Israël et l'Amérique latine aussi, une personne... Tu as travaillé, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi travaillé là-bas. Oui, et en fait, une personne qui m'a toujours accompagnée, je suis toujours en contact avec cette personne, et il y a toujours de la relation professionnelle. Et en tout cas, alors ça a été lui. Après, à l'armée, mon mefaked, la personne qui a été dans le bureau de l'Afrique. On a développé une relation très très proche l'un de l'autre et je suis toujours en contact avec lui. Et voilà. Et pour ton aventure professionnelle, pour ton entreprise, on n'a pas donné le nom, on va quand même le donner pour ceux qui ça intéresse. Ça s'appelle AliUp. Voilà, ça s'écrit ALIYUP. Alors là aussi, tu as eu un mentor, tu as quelqu'un qui t'a aidé? Oui, bien sûr. Dès que j'ai réfléchi à ce projet, j'ai voulu présenter un avocat qui a été pendant 30 ans président de la Sokhnout Yehudit, de l'agence juive. Une personne qui vient du Chili originellement et il a vécu ici en Israël pendant des années et des années et c'est une personne qui a toujours tendu la main et aux Olim et aux jeunes aussi, une personne très passionnée et en fait c'est lui qui m'a accompagnée depuis le départ dans ce projet et aussi des personnes en dehors d'Israël qui ont été très involucrées, très participants dans tout ce processus aussi. Ouais. Bon, en tout cas, tu t'arrêtes là, ça c'est sûr. Tu as choisi, juste, je voudrais par curiosité, tu as choisi plutôt Tel Aviv, plutôt Jérusalem ou plutôt une autre ville pour t'installer? Parce que je sais que tes parents sont à Ranana, on les salue s'ils nous écoutent. Oui. Mais toi, tu as choisi une autre ville. Oui, là, ça fait pas très longtemps, j'ai déménagé à Netanya. Au sud de Netanya. Pourtant, on dit que c'est une ville pour les retraités, qu'il n'y a pas tellement de jeunes. C'est des stéréotypes ou c'est vrai? Ça l'est un petit peu, surtout la zone dans laquelle je me retrouve. C'est un peu plus près de la mer et c'est plus calme. Mais en tout cas, je bouge un peu de partout. Donc, je ne me retrouve pas souvent à Netanya. C'est une très belle ville. Plein de Français aussi. Donc, plein d'Olim que j'accompagne aussi se trouvent à Netanya. Et voilà, mais pour l'instant, je suis là-bas, oui. T'as la mer. Oui. Très tranquille, ça rajoute dans la qualité de vie. Ça fait du bien. Ouais. Bon, en tout cas, on était enchantés de te recevoir. Maman, on te souhaite bonne chance sur ton parcours. Je suis sûre qu'on entendra encore parler de toi en bien, évidemment. Bonne chance, Dana. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Bye, Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.